Histoire d'île vous emmène aujourd'hui à Madagascar, dans l'hémisphère sud. L'île est située dans l'océan Indien, à l'est du continent africain, en région tropicale. Sa superficie est de 587 000 km, soit environ celle de la France et de la Belgique réunies. Les premiers habitants de cette île furent, semble-t-il, des peuplades venues d'Indonésie et de Malaisie. Peu à peu, Madagascar connut l'installation d'autres arrivants tels les Portugais, les Arabes, les Africains. Tous ces peuples se sont mêlés. On compte environ 25 ethnies possédant chacune son dialecte, mais le français reste la langue administrative. Madagascar fut découverte par les Européens à la fin du XVe siècle. Le gouvernement français annexa l'île en 1896, qui devint donc une colonie. Madagascar obtint son indépendance en 1960. Antananarivo, ou Tananarive, est la capitale. Entourée des 12 collines sacrées du plateau de l'Imérina, qui lui font comme une ronde d'honneur, elle n'est pas sans évoquer les cités antiques de Troie ou de Rome. Cette grande métropole d'environ 1,5 million d'habitants est située à un point stratégique des hauts plateaux à 1400 mètres d'altitude. N'hésitez pas à faire l'ascension jusqu'au palais de la Reine, aujourd'hui en ruine. Le panorama est vraiment exceptionnel. L'économie malgache est surtout basée sur la production agricole. Riz, café, canne à sucre, vanille, coton, plantes médicinales et l'exploitation de minerais, uranium, mica, graphite, pierres précieuses. Malgré toutes ces richesses naturelles, Madagascar, dont la population s'accroît sans cesse, connaît de graves difficultés économiques et politiques. La pauvreté y est préoccupante. Antananarivo est célèbre pour son zoma, auparavant le plus long marché du monde, et désormais morcelé en plusieurs petits marchés, comme par exemple le marché aux fleurs. La flore de l'île est l'une des plus riches et des plus variées du monde. Orchidées, acajou, baobab, manguiers, eucalyptus, hibiscus, bougainvilliers n'en sont que d'infimes exemples. Principalement étendu sur la place de l'Indépendance, le Zoma est traversé par un long couloir qui relie les deux collines qui entourent la place. Tout au long de ce chemin, de nombreux marchands vendent de petits services. Chargez votre briquet, réparation de semelles de chaussures, gravage de tampons figuratifs. Mais vous trouverez également tous les produits de la vie courante, épices, hygiène, huile, légumes et même des boucheries. Allez au supermarché? Pourquoi faire? La misère n'est pas absente du Zoma, loin s'en faut. À Madagascar, le niveau de vie par habitant est l'un des plus faibles du monde. Mais les Malgaches sont très accueillants et peu susceptibles. En quittant le marché, il est difficile de ne pas voir que les taxis qui stationnent sont principalement des 4L et des 2 chevaux. Faire une voiture pouvant transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre à la vitesse maximale de 60 km/h. Tel était le cahier des charges de la 2 chevaux, établi en 1936 par Pierre Boulanger. 68 ans plus tard, elles remplissent encore leurs tâches. Les voitures récentes étant inaccessibles pour le commun des mortels, elles sont ici les reines des taxis.
Leur état presque impeccable s'explique par le fait qu'ici on fabrique encore des pièces adaptables pour ces charmantes antiquités, y compris pour des tractions avant. Cap à présent sur la banlieue de Tana, où nous nous rendons dans une ferme séricicole, le lieu où l'on élève le ver à soie, une activité traditionnelle à Madagascar. En passant, nous croisons de nombreuses rizières. Le riz rouge de Madagascar, bien qu'il se fasse rare, est connu mondialement. Bon, ici, nous sommes à 40 km de Tana, sur la route vers l'ouest, la RN4 exactement. Il y a 7 km de piste qui est quand même accessible toute l'année. La société industrielle de la soie s'avère être le promoteur de la relance de la sériciculture à Madagascar. L'objectif, c'est d'aboutir en fait à des tissus de soie de qualité normalisés, originaux de Madagascar. Comment ça se passe? Pour avoir les tissus, il faut déjà des fils. Pour avoir le fil, il faut les cocons. Et les cocons se fabriquent à travers les vers à soie. Pour que les vers à soie puissent grandir, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut des feuilles de mûrier. Et les feuilles vont être la base de la nourriture des vers à soie d'élevage. Et pour avoir des feuilles de mûrier, il faut des pieds de mûrier que vous voyez là, tout vert. Donc ce que nous avons ici, c'est la base même de la sériciculture, c'est-à-dire déjà une culture intensive. C'est ultra important d'avoir un entretien moricole, technique, scientifique. Les vers à soie sont élevés dans une maison spéciale qu'on appelle magnanerie. Donc ça c'est la magnanerie, hein. Nous arrivons dans la magnanerie. La magnanerie c'est l'élevage du ver à soie, le local où on élève. Au quatrième âge, la raison pour laquelle il faut encore découper les... Et dans les magnaneries, il y a diverses chambres où on peut trouver déjà la nurserie. C'est-à-dire, c'est là où se trouve le premier âge des vers, une fois à peine éclos. Donc dans la magnanerie, il y a des étapes. Il y a 5 âges au total qui vont durer, en fonction des variétés des vers à soie, qui vont durer de 24 jours à 32 ou 34 jours, c'est selon. Donc le petit ver à soie, arrivé au stade de fabrication de cocon, il va mettre 8 jours pour la fabrication de cocon. Et de ce cocon, on peut se tirer en moyenne 800 mètres de fil. Le fil est tiré des cocons que l'on a au préalable plongés dans l'eau bouillante. Il est enroulé pour être bobiné de nombreuses fois afin de devenir plus épais et plus robuste. Les machines utilisées par les tisseurs traditionnels sont tout à fait rudimentaires. Le fil s'enroule à la cadence du pied. Et le cocon opaque au début de l'opération devient translucide au fur et à mesure que se dévide le fil que le ver avait patiemment tissé. Le ver à soie n'a donc jamais le temps de se transformer en chrysalide, car il est ébouillanté juste avant. De petite et singulière, la bobine se fait imposante et multiple. Le travail est extrêmement minutieux et fastidieux, car le fil casse souvent. Avant que le tisseur ne se mette à l'ouvrage, les fils qui ont acquis l'épaisseur et l'élasticité requises sont de nouveau bobinés avant d'être disposés sur le métier à tisser. Le tisseur est présent à tous les stades de l'élaboration. Fil après fil, balancement de pied après balancement de pied, le tissu s'agrège sur un métier entièrement manuel qui ne réclame d'autre énergie que celle des muscles. La cadence lente est une gageure pour un tissu d'exception. 3 semaines pour fabriquer celui d'une robe de mariée. La soie habille la mode. Madagascar habille les femmes à la mode. Morceau choisi du festival annuel de la mode malgache. Pour les pays émergents, la mode a souvent été l'interprétation de l'esprit moderne et du monde occidental, où les grandes marques ont déjà bien construit leur notoriété, conférant prestige et privilèges à ceux qui les portent.
À Madagascar, depuis quelques années, la mode tient un rôle émulateur du nouvel art et fait vivre des artisans créateurs, tisseurs, etc. Manja, à ses débuts, était un salon. C'était le temps de la création des métiers d'art, le temps d'explorer les voies de matières inédites, le temps de se faire connaître et reconnaître au sein d'un univers hésitant entre les traditions et la culture progressiste. Cette année, pour le 15e festival, Manja s'oriente vers une pensée plus festive, où la douce déraison de la créativité enthousiaste doit absolument rejoindre la raison de l'invention féconde. Changement de décor, voyage vers l'origine d'un autre accessoire de mode, le crocodile. Auparavant, je travaillais au labo vétérinaire. En quittant le labo, il y avait une annonce dans un journal et j'ai su que c'est à propos des crocos. Ils s'intéressaient à mes connaissances, donc j'ai été embauché comme vétérinaire à Croc Farm. Je me suis un peu trompé là-dessus, que les crocos sont très vulnérables et en général aussi ce sont des prédateurs d'animaux et d'hommes. Donc c'est tout à fait le contraire, ce sont des animaux très peureux, très sensibles et malgré leur caricature un peu monstrueuse, si on les regarde, c'est tout à fait le contraire. Ils sont plutôt calmes, un peu gentils quand même. Ce sont des animaux très peureux. C'est décrit tous les tapages qu'on peut faire à côté, mais il y a aussi ce qu'est la résonance au sol, des bruits au sol. Parce qu'à côté de Croc Farm, il y avait un certain temps, il y avait un carrière qui exploitait de la granite. Et les crocos s'en aperçoivent avant les hommes que le bruit au sol commence et l'explosion va bientôt avoir. Donc ils sont très sensibles. Les conditions, il faut tout d'abord que ce soit calme. Il faut qu'on ait des bassins surchauffés. Ainsi aussi pour les médicaments, il faut les prévoir parce que tout au long de l'année, il faut prévoir les maladies qui peuvent affecter les crocodiles. De la goutte au gastro-entérite, à la variole, on peut voir ça chez le crocodile. Donc pour les bébés, on donne les médicaments oraux. Pour les adultes, il faut les capturer parce que vu l'importance que c'est un reproducteur, donc il faut les capturer, il faut les soigner. Lorsque le crocodile commence à manger, ils peuvent fermer très fort la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Et même on peut constater qu'il y a une petite larme qui sort du côté des yeux. Et on dit ça, larme du crocodile à Madagascar. Parce que les glandes lacrymales sont très fort comprimées par les muscles des mâchoires. Lorsqu'il fait très chaud, il faut faire attention parce qu'on n'arrive jamais à calculer si la digestion est très lente ou très rapide. Ça dépend de la température. Donc en province côtière de Madagascar, il faut se méfier parce que la température est toujours plus ou moins élevée. La stratégie, c'est de côtoyer la berge et attendre l'individu, l'animal. Après avoir mordu l'animal ou l'homme, ils l'emmènent dans l'eau pour le tuer. Et après cela, ils vont distribuer par ordre hiérarchique. Parce que là aussi, il y a une ordre hiérarchique en mangeant. Ce n'est pas les petits qui mangent dès le départ, c'est par hiérarchie qu'ils mangent. Donc il faut se méfier de s'approcher des berges lorsque on a indiqué que cet endroit est infesté de crocodiles. Régulièrement, les œufs des crocodiles sont prélevés dans les bassins surchauffés et regroupés dans la nurserie. Les petits crocos éclosent alors sous les yeux attentifs de leurs soigneurs. Au fait, lequel du crocodile ou de l'homme est le plus grand prédateur des deux ? Croc Farm n'élève pas les crocodiles seulement pour les regarder grandir, mais pour les exporter. Le croco se fait ceinture, sac à main pour dame, agenda pour homme ou portefeuille, au choix. Le ventre, c'est ce qui coûte le plus cher. Et on utilise quand même quelques dos du Hornbach.
Là, c'est déjà teinté. Qu'en pense-t-il, celui-là? Aurait-il déjà des soupçons? La faune de Madagascar est remarquable. On compte des milliers d'espèces animales, dont certaines font partie des plus anciennes de la planète. Tortues de mer, caméléons de toute taille et de nombreux lémuriens. Ce sont eux les lémuriens que nous partons voir à quelques kilomètres de l'île de Nosy Be, sur la côte ouest. Notre guide est italien, il s'appelle Marco. Il vit ici en permanence et il connaît bien ces drôles de mammifères. Voilà, on est à Nosy-Combe, l'île qui est devenue fameuse pour les lémuriennes. Mais il n'y a pas seulement des lémuriens, parce que comme on peut voir dans les panneaux, il y a beaucoup de différentes typologies des animaux qui sont les animaux caractéristiques de Madagascar. C'est des boas, c'est des tortues malgaches. Après, il y a des lémuriennes, qu'on peut voir les deux différentes sorties générales des lémuriennes, les lémuriennes noires et les lémuriennes marrons, qui s'appellent malaki et lémuriennes. Et après, tous les caméléons. Alors, les lémuriennes, comme on peut voir, il y a deux typologies différentes de lémuriennes. Hop là, c'est des lémuriennes de toutes différentes couleurs. Les femelles sont des couleurs marron, comme on peut voir. Là, c'est une super lémurienne avec une super lémurienne avec une petite derrière. Et les mâles sont souvent des couleurs noires. Les Malgaches entretiennent une très forte complicité avec les animaux sauvages. Ils semblent se moquer du danger, ou tout simplement l'ignorer. Après avoir bien ri avec le boa, embrassé la tortue Caroline, la plus vieille tortue recensée sur l'île, ils vont taquiner les crocodiles avec une peau de zébu. Le crocodile, lui, ne semble plus du tout jouer. Après une petite frayeur, rien de tel qu'un peu de farniente sur la plage. No comment. Les Malgaches de l'île de Nosy Be sont encore peu formés au tourisme. Ils vivent au contact de la nature, en adéquation avec elle. Ils sont pauvres, mais pas misérables. Les enfants vont à l'école. Nous avons voulu savoir dans quelles conditions et avec quels moyens. Extrait. Des cours de français, c'est normalement, obligatoirement en français. Mais lorsque les enfants ne comprennent pas en français, il faut leur expliquer dans leur langue maternelle en malgache. Actuellement, la langue d'enseignement se fait en français.
Normalement, tous les cours doivent se faire en français. C'est la tradition parce qu'on est un pays francophone. On est colonisé par le français, donc là, ça se fait en français les cours. On fait aussi l'anglais, mais c'est le français qui est la langue obligatoire d'enseignement. Au lycée, on a fait l'allemand, mais parce que maintenant il n'y a pas de prof d'allemand, il n'y a plus d'allemand. Certaines pensent qu'ils ont la nostalgie du français, parce que là, ils croyaient que du temps du français, ils étaient heureux, tout était bien propre. Oui, tout était bien propre, donc on a la nostalgie des Français. Ils préfèrent qu'on vive avec les Français, on a plus de contact avec les Français. Si je dis que les Malgaches veulent vivre bien avec les Français, ce n'est pas qu'on veut être recolonisés encore une fois, mais là, il y a quand même les bons côtés que les Français nous ont appris et que nous voulons revivre encore maintenant. Et les bons côtés parce qu'on a appris la civilisation française, respecter les gens. C'est ça l'instruction civique qui est échappée maintenant. Et parce que là aussi, nous voulons vivre avec les Français parce que nous voulons être assistés, nous voulons apprendre beaucoup de choses que les enfants, nous, actuellement, ne savent plus. Par exemple, respecter par exemple le bien public. Là, les enfants ne savent plus. Comment marcher à droite ou bien marcher à gauche. Apprendre aux enfants comment être propre, à être plus respectueux, à respecter les gens, à respecter les profs. Tout ça, toutes les disciplines, là on sent que ça manque chez nous. Il y a un peu de vide du côté éducation et du côté civilisation. Si je dis civilisation, ici on pense qu'en étant civilisé, en suivant, on se met à mini-jupe, en imitant bêtement, sans réfléchir. C'est ça Je crois qu'il faut revenir sur cette éducation-là parce que nous, les aïeux, nous, les vieux parents, lorsqu'ils disaient nous étions bien avec les Français, leur vie, je pense que ça a marché bien normalement. C'est pas comme aujourd'hui. Le système éducatif, ça commence à partir du primaire à l'âge de 6 ans. Il y a donc le niveau, la base, le primaire. Après le primaire, il y a le niveau secondaire. Et enfin, donc, le lycée plutôt. C'est là qu'ils passent leur baccalauréat. Et après leur baccalauréat, ils vont à l'université. À l'université, il y a les filières littéraires. Soit ils deviennent des littéraires, soit ils deviennent des techniciens. Ou bien ils préfèrent devenir des médecins. Mais c'est à partir de leur série. Ceux qui ne peuvent pas rentrer à l'université, il y a le téléenseignement qui est sur place s'ils n'ont pas des moyens. Ou bien il y a les écoles professionnelles. Ça se fait en 6 mois ou bien en 1 année. Ou bien ils restent après le baccalauréat, ils ne vont pas à l'université. Ça dépend de chaque famille, de la possibilité de chaque famille. Au niveau du lycée, par exemple, c'est le manque de fournitures, de manuels. On souffre beaucoup, le lycée souffre beaucoup de manque des matériels pédagogiques, premièrement. Il faut voir ça et aussi, surtout, il y a aussi manque de professeurs. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants à Madagascar. Ceci explique le nombre grandissant dans une classe des effectifs des élèves. Lorsque l'on n'y vit pas, on oublie vite les contraintes de la vie quotidienne à Madagascar, pour ne garder que les souvenirs exotiques de cette île magique et attachante. Mais on ne quitte pas Tana ou Mada sans un petit pincement au cœur pour ceux qui restent des gens ouverts, simples et généreux.